Cet épisode est la seconde partie de l'épisode 9 de Nos lieux et nos luttes, déjà publié le samedi 15 février 2025 et que vous pouvez retrouver sur la plateforme Ocha, sur YouTube, ainsi que toutes les autres plateformes d'écoute. Concernant certains acronymes et noms de structures, un lexique est disponible en description de cet épisode. Notez également que cet épisode va faire mention de violences envers les personnes et les lieux queer. Salut, c'est Sam, militant queer en association depuis plusieurs années déjà, mais surtout, militant depuis toujours, au fin fond de ma chair. Et aujourd'hui, avec Flora Giros, coprésidente, et Agnès Dubreuil, ancienne administratrice, on continue à vous raconter l'histoire du centre LGBTQIA+ de Strasbourg, La Station. Strasbourg, c'est une ville qui a la particularité d'être une eurométropole. Dans les partenaires de la station, il y a l'ECHR, European Center for Human Rights, ou encore la SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity Unit, qui est la section LGBT du Conseil de l'Europe. Et donc, comment les organismes européens ils interviennent dans le fonctionnement de la station ? Alors moi, à mon époque, sous l'impulsion, alors je ne sais jamais si c'est le HCR ou si c'est SOGI, mais je pense que c'est plutôt SOGI. Il y a eu des choses d'organiser et notamment autour des personnes intersexes. Moi, je me rappelle avoir été invitée à une conférence à l'Agora à Strasbourg, où était présent Vincent Guyot. C'était la première fois que j'entendais parler une personne intersexe et de l'intersexuation, et j'avais trouvé ça évidemment passionnant. Donc oui, et il me semble que à la création du centre, le I, alors est-ce qu'il avait été impulsé parce que il y a des fonctionnaires européens forcément qui sont impliqués dans les différentes associations LGBT de Strasbourg, et le I, je pense qu'il a été impulsé dès le départ par des fonctionnaires européens, sans qu'on sache forcément à quoi ça correspondait au départ. Et je sais qu'ils ont dû faire un gros travail de c'est quoi le I, c'est quoi le I et c'est qui le I. Et au départ, il n'y avait pas d'association, et à ma connaissance, il y en a toujours pas à Strasbourg, en tout cas, d'association de personnes intersexes. Il est arrivé dès le début, et avec effectivement ce questionnement autour du I, c'est qui, c'est quoi, et donc ils avaient organisé, je te dis, alors peut-être que je peux pas retrouver dans ma mémoire la date de cette conférence, mais c'était il y a très très longtemps, donc je pense pas loin de la création du centre, où il y avait eu cette invitation, et il y avait eu également l'invitation. J'étais dire une bêtise, de Dr Schneider, qui était une psychologue-psychiatre trans, probablement une des premières à se prendre out, pour discuter justement de la question de l'identité de genre. Parce que bon, moi, j'ai pas forcément vécu beaucoup au niveau du centre LGBTI après cette création. Donc j'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément de personnes intersexes qui aient pu venir et parler de ces problématiques, enfin en tout cas de leurs thématiques. Et je pense que c'est toujours pas tant que ça le cas, parce que en vrai, les discussions entre personnes intersexes ou par le OIA là. Si je puis me permettre, il a été renommé, c'est Collectif Intersex Activiste maintenant. Ok. Ils sont très actifs en ligne, et du coup, moi je connais quelques personnes sur Strasbourg qui sont actifs, qui ont été actifs à un moment dans ce collectif. Donc voilà. Mais pour autant, faire des actions sur le territoire, j'ai pas eu l'impression autant que ça. Après, moi j'ai été invitée en tant que présidente du centre LGBTI à l'époque par le Centre européen de la jeunesse, qui se trouve aussi à Strasbourg, pour participer à une formation sur les bibliothèques vivantes, notamment.
régulièrement invité à participer à des choses comme ça qui s'organisaient sous l'impulsion du Conseil de l'Europe. Pour la question de l'intersexuation, c'est vrai que il y a effectivement des assos plus en ligne et plus à Paris. C'est un vrai problème aussi en province, entre guillemets, la représentation des personnes inter. En fait, il y a des personnes inter, mais qui vont plutôt être dans des assos trans, du coup. Non. Après, nous, on a un peu plus de représentation maintenant inter au sein du centre, mais je pense qu'il faut aussi dire là-dessus que c'est parce qu'une personne est inter qu'elle est militante inter. Et en fait, ben, on a vraiment la question actuellement de pas avoir de personnes vraiment qui intervient sur ces questions, qui va prendre la parole sur ces questions, etc. Et ça peut être difficile parce que parfois, ben, on est censé parler quand même pour toute la communauté LGBTQIA+. Et ben, du coup, ben, on se dit d'un côté, ben, on n'a pas envie de parler à la place des personnes concernées, et de l'autre, ben, les personnes concernées n'ont pas forcément envie de parler elles-mêmes. Et c'est vrai qu'on peut avoir des personnes inter, notamment, qui vont être activistes sur d'autres questions et qui me disent, bah, en fait, moi, j'ai pas envie d'être la personne qui parle des questions inter juste parce que je suis la seule personne inter, en fait. C'est assez compréhensible aussi. Ça expose des fois, hein. En fait, les C'est personnes, ça. elles ont pas envie d'exposer, surtout sur quelque chose qui est... Alors déjà, la question transgenre, c'est fétichisé. La question inter, ça l'est vachement aussi. C'est toujours avec les questions intrusives des gens et cette méconnaissance du fait que c'est pas forcément que sur les organes génitaux, je crois que c'est 1,7% de la population qui est inter. Ah. Et que ça peut être au niveau hormonal. Oui, ça peut être les organes génitaux, mais c'est vraiment pas que ça la question. Et en général, bien sûr que je suppose en effet que comme tu dis, les personnes, mais que bon, s'exposer sur ces questions-là, elles ont pas forcément envie, quoi. Même quand on s'expose, en fait, moi, je vois le problème aussi avec les personnes trans, c'est que il y a quand même un certain nombre de personnes trans au CA. Là-dessus, on est assez diversifié, mais en fait, il y a plein de personnes trans qui disent, ben non, moi mon truc c'est vraiment l'administration, c'est vraiment la paperasse. Ah non, moi mon truc c'est plus d'autres types de questions. Et en fait, c'est pas parce qu'on est beaucoup de personnes trans que ça va forcément dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à s'investir dans la lutte trans ou à parler dans la lutte trans. Euh, En fait, on peut être trans et vouloir plus avoir un militantisme lesbien, par exemple, que trans aussi. Et dernier petit truc peut-être sur la personne intersexe aussi, c'est que effectivement, on voit souvent ce truc où c'est des questions qui sont beaucoup mis en valeur et récupérées aussi par des personnes non concernées, mais notamment des médecins. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup une critique qu'on se fait des personnes concernées. C'est est-ce que vous pouvez arrêter d'écouter les médecins sur nous, alors que pour beaucoup, ben beaucoup ont vécu, beaucoup, mais sinon une grande majorité en réalité ont vécu des violences de la part des médecins. Si ce n'est des mutilations à la naissance, ouais, franchement, le corps médical, la revendication que j'ai pu voir principalement du collectif intersex activiste, c'est vraiment l'arrêt des mutilations génitales à la naissance et le fait que le corps médical, il est là, il faut choisir, sinon la santé de l'enfant va être en danger, alors que pas du tout, et que la santé de l'enfant, surtout mentale, elle risque, et de l'adulte après ou de l'adolescent ou de la personne en fait, risque plus d'être affectée par tous ces traumatismes-là où on n'a pas laissé le choix que par il faut absolument que tu sois une fille ou un garçon tout de suite, sinon tu meurs. Non, c'est pas vrai. Mais toute la vie en fait, hein. C'est pas juste au moment de la naissance comme c'est vrai que c'est le plus visible et c'est peut-être le plus choquant, mais ces violences elles restent tout au long de la vie. Bon, tout à fait. Tout à fait. Mais après, pour revenir peut-être sur la question plus déjà la question médicale, je pense qu'on pourra peut-être en reparler aussi avec les questions trans, hein, parce qu'il y a à dire là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais pour la question européenne, honnêtement, moi j'avoue que je vois pas forcément un gros impact, mais je pense que c'est vraiment la difficulté aussi de le niveau de complexité. Déjà, moi parfois, je vais pas mentir, le fonctionnement de la mairie de Strasbourg, je comprends pas tout. Quand on m'explique, non mais écoute, en fait, c'est l'élu qui supervise le chargé de mission et machin et tout. Je suis en mode, ok, j'ai arrêté d'écouter. Ce que je voulais dire vraiment sur l'Europe, c'est que on a effectivement, ben, on travaille encore avec le CHR qui est encore actuellement au CA sur des questions européennes. C'est qu'actuellement il y a des questions de partenariat Erasmus qui sont en discussion aussi. Mais j'avoue que je pense qu'on est beaucoup au CA à vraiment dire, ok, on vous fait confiance, on comprend pas trop. Parce que l'administration européenne, c'est tellement compliqué que on a cette conscience hein, d'être une ville européenne, mais je pense qu'on est beaucoup à pas bien comprendre même comment ça fonctionne l'Europe de base.
Agnès nous disait qu'à la station, la présence de fonctionnaires européens au sein de diverses associations strasbourgeoises avait permis d'impulser une réflexion autour de la question intersexe plutôt que dans les autres centres LGBTQIA+, en France. Flora souligne quant à elle la complexité des institutions européennes, notamment dans la demande de financement. En effet, ces processus sont souvent extrêmement longs et demandent de très nombreuses et très précises pièces justificatives. La réception des fonds à proprement parler, elle peut elle aussi être très longue et les associations en fait, elles doivent alors piocher dans leur trésorerie pour avancer ces fonds, ce qui n'est possible que pour des associations à plus gros moyens et ce qui peut donc créer une inégalité dans l'accès à ces fonds. Mais plus largement qu'à la station ou qu'à Strasbourg, qu'en est-il actuellement du rôle de l'Europe sur les questions LGBT ? Déjà, le continent européen, il est composé de 50 États et l'Union européenne, elle est composée de 27 États. Même si tous les pays du continent ne font donc pas partie de l'Union européenne, des liens historiques et géographiques et des relations d'influence existent indéniablement entre les pays, et les pays eux-mêmes ont leurs propres histoires, ce qui va créer des différences de traitement des questions LGBT, donc dans chaque pays. L'homosexualité, elle est légale dans tous les États membres, la discrimination à l'embauche, elle est en théorie interdite depuis l'année 2000, mais sur d'autres questions comme le concubinage par exemple, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, et sur ces 27 pays, 16 ont reconnu le mariage pour les couples homosexuels, les Pays-Bas ayant été pionniers en 2001, et la Grèce étant à l'heure actuelle le dernier pays de l'UE à le légaliser au début de cette année 2024. Au contraire, il y a 7 pays, donc la Bulgarie, la Croatie, la Slovaquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, qui ont dans leur constitution définit le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. En ce moment, à travers l'Europe, sur ces questions, on peut remarquer un clivage énorme. Il y a des avancées positives dans certains pays, on peut citer le cas de l'Allemagne ayant simplifié le changement d'état civil pour les personnes trans, et à l'échelle européenne, justement, on peut citer la Cour de justice de l'Union européenne qui oblige ses États membres à reconnaître un changement de genre effectué dans un autre pays, lui aussi membre de l'UE, ou encore Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui souhaite mettre en place l'interdiction des thérapies de conversion dans toute l'UE. La France a d'ailleurs été le premier pays à obtenir le nombre de signatures nécessaires pour ce projet. L'état des lieux mené par l'ILGA, donc l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association, atteste du fait que globalement les droits des personnes LGBT sur le continent européen y s'améliorent. Sur le podium du classement de 2023, d'ailleurs, on retrouve Malte, considéré comme le pays le plus équitable sur les droits LGBT, puis le Danemark et la Belgique à égalité. L'Espagne, elle a gagné 6 places grâce à sa loi d'égalité réelle et effective des personnes trans. La Moldavie, on peut souligner qu'elle a aussi gagné 14 places en incluant dans son code pénal les notions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. A l'inverse, en bas de la liste, on trouve la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La France, elle a aussi perdu 8 places dans le classement depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres pays qui voient leurs droits reculer, donc la Bulgarie qui a mis en place l'interdiction d'évoquer les LGBT à l'école et auprès des mineurs, malgré le Conseil de l'Europe qui a émis un avis négatif sur cette mesure. La Commission européenne, elle a aussi ouvert en 2021 une procédure d'infraction contre la Hongrie, qui cette même année, elle a promulgué une loi, je cite, visant à interdire la propagande de l'homosexualité ou du changement de sexe auprès des mineurs. Ou encore, à la même époque, la Commission, elle a démarré une procédure de sanction envers la Pologne. Il y a eu une procédure de sanction pour non-respect de la charte des droits fondamentaux, après qu'un tiers du pays se soit quand même déclaré zone dite libre d'idéologie LGBT, en interdisant notamment des subventions aux associations LGBT, ou même en interdisant des marches des fiertés. En Italie, on a un couple ou une personne effectuant une GPA à l'étranger qui est désormais punissable, et on a aussi une interdiction d'évoquer les LGBT à l'école en Italie, et le président de la Turquie, Erdogan, a même félicité Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres de l'Italie, de ses positionnements sur les questions LGBT. Et à travers tous les pays d'Europe, en fait, les violences et agressions LGBT-phobes, elles augmentent, ainsi que la présence et l'influence de l'extrême droite. Une étude de 2023 de l'Agence européenne des droits fondamentaux affirme que un tiers des personnes LGBTQIA+, interrogées se sentent discriminés, plus de la moitié évitent de tenir la main de leur partenaire en public, et plus de la moitié encore considèrent que les agressions LGBT-phobes augmentent dans leur pays depuis ces 5 dernières années. Et donc, à quel point l'Union européenne, elle peut intervenir dans les pays qui la composent sur les questions LGBT, et quelles sont les mesures européennes qui protègent ou souhaitent protéger nos communautés ? Il y a des traités et des documents officiels qui existent dans l'Union européenne depuis un petit bout de temps, notamment le traité d'Amsterdam depuis 1997, dont les articles 10 et 19 ont pour but de protéger les personnes homosexuelles des discriminations, et la charte des droits fondamentaux de 2000 avec son article 21 qui a en fait le même objectif.
Il y a Amnesty International qui nous dit que nous sommes en théorie tous censés être protégés par le droit international sur tous les facteurs de discrimination, mais qu'en pratique c'est pas la même si les pays ont signé ces traités internationaux dont on parle, et ces discriminations, bien entendu, elles s'étendent au-delà des lois, et elles vont à proprement parler s'immiscer dans la vie quotidienne des personnes, y compris dans le cas des documents cités plus haut, que tous les pays de l'UE sont loin de respecter. Au niveau des lois, l'Union européenne tente de se concentrer sur la protection juridique des personnes LGBTQIA+, à travers 4 points. Déjà, il y a le renforcement de la protection juridique face aux crimes de haine, aux discours haineux et à la violence, la défense des droits, deuxièmement, et l'amélioration de la protection des personnes et des familles LGBTIQ dans les situations transfrontalières, et en dernier, la défense des droits des migrants et migrantes et demandeuses de la protection internationale LGBTIQ. Et concernant certaines pistes de réflexion aujourd'hui et pour la suite, voici ce que proposent les institutions européennes globalement. Premièrement, il va y avoir la stratégie de l'Union européenne en faveur de l'égalité des personnes LGBTQ, impulsée par Helena Dalli, qui est la commissaire chargée de l'égalité, qui repose sur 4 points. La lutte contre la discrimination, la sécurité, en deuxième, avec une meilleure protection juridique notamment, la promotion et l'inclusion notamment au travail, et enfin l'extension de ces droits à l'international et pas seulement dans l'UE. Il y a aussi le Parlement européen qui s'est impliqué sur ces questions après les signaux d'alerte perçus dans certains pays, avec la résolution de libre circulation des personnes LGBTQIA+, dans les pays de l'UE qui a été adoptée en 2021, puis après le durcissement des lois envers les personnes homosexuelles en Ouganda en proposant une résolution pour la décriminalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité. On a aussi dans le rapport Une Europe féministe d'Oxfam en France, l'association qui a appelé, avant les élections européennes de 2024, les candidats et candidates à mettre en œuvre les stratégies de l'Union européenne pour les droits des personnes LGBT, notamment à travers le renforcement des condamnations des discours et actes de haine. Il y a différentes associations qui existent également au niveau européen, donc il y a l'ILGA que j'ai cité précédemment, qui a établi par exemple le classement dont on a parlé tout à l'heure, l'IGLYO, International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Youth and Student Organization, on a l'OII Europe, donc Organization Intersex International Europe, on a Transgender Europe, et on a l'ELC, Euro Central Asian Lesbian Community. Il y a aussi Amnesty International qui a établi des recommandations et apporté des éléments un peu plus concrets, notamment en travaillant sur la question intersexe et en influençant les lois adoptées au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Grèce sur cette question, ou en créant des outils un peu plus concrets comme le kit de plaidoyer à destination des militants et militantes, ou la création de la série Body Politics qui vise à sensibiliser davantage à la criminalisation de la sexualité. Toutes ces pistes de réflexion, elles impliquent des complexités, des subtilités et des zones d'ombre qui font qu'il est ultra difficile en fait de donner des réponses toutes faites et tranchées sur ce que l'Europe peut faire ou non dans les pays qui la composent. Et en fait, on peut voir qu'il arrive qu'elle ait en réalité peu de possibilités d'intervenir dans les pays de l'UE sur ces sujets, d'où l'immense clivage que l'on peut remarquer dans l'Union et encore plus sur le continent européen. Comment apporter de l'aide donc aux personnes en danger sans pour autant s'approprier leur lutte en les modelant à une vision qui ne leur correspond pas ? Notez bien entendu que concernant toutes les mesures prises par les institutions de l'Union européenne, les partis d'extrême droite des différents pays ont voté contre ces améliorations. Comment créer un lieu cocon pour un public LGBT déjà souvent malmené à l'extérieur ? Et c'est quoi le concordat ? Ces questions, on va tenter d'y répondre dans cette prochaine partie, l'évolution du public de la station. La question du public, ça peut être intéressant parce que pour le coup c'est un truc qui a énormément évolué aux différentes époques du centre. Déjà la façon aussi dont le public vit le centre, notamment par exemple Camillo du coup qui était là à la création du centre me racontait qu'à l'époque les fenêtres étaient plastifiées, que les personnes par exemple les personnes trans allaient avoir des casiers pour pouvoir se changer dans le centre et se rechanger avant de sortir, qui est vraiment ce côté
c'est vraiment une cachette, en fait. On va pas même, on déconseille en tout cas de prendre des photos dans le centre. Vraiment, cette question, beaucoup de la peur de personnes qui ont vécu, en fait, encore une époque, vraiment, c'était en danger pour le fait d'être LGBT, LGBTQIA+. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon lui aussi, a rapidement changé, et aussi a changé par rapport à des adaptations du local. Notamment, ce qu'il me disait, c'est que lui, c'est un travail qu'il avait fait à l'époque. Quand il est arrivé, il y avait les murs étaient remplis d'affiches contre les agressions, contre le SIDA, contre, enfin, beaucoup d'affiches anxiogènes en fait, et que c'est un travail qu'il a fait aussi de se dire, ok, en fait, là, on arrive dans le centre, c'est déprimant. On arrive, le personne qui découvre leur homosexualité, leur transidentité, le premier truc qu'elle voit, c'est ok, d'accord, je risque de me faire tuer, je risque d'avoir des maladies, je risque d'avoir c'est joyeux. Et le fait d'essayer de rendre cet espace aussi plus joyeux, justement, de faire des expositions, de mettre des artistes, de mettre des affiches pour les événements, etc. C'est une vraie question qui a été prise, et je pense qu'il a pu aussi permettre au public de plus se dire ok, ben vraiment, on est aussi légitime, on est aussi chez nous, on n'a pas besoin de baisser la tête en permanence. Ce qui est une évolution quand même déjà sur la façon dont le public vit le centre. Et un autre point, c'est que vraiment ce public, effectivement, il y a eu des périodes où il y avait un public peut-être plus gentrifié, effectivement, alors que d'autres périodes, on a un public beaucoup plus jeune et précaire. Et des périodes où on avait un public, je sais qu'on me disait qu'au début, c'était comme beaucoup des mecs gays qui avaient un peu une guéguerre là-dessus, puis qu'après, justement, il y avait un peu plus, justement, des lesbiennes qui s'investissent aussi, mais que ça restait très cis. Il y a eu une époque, l'époque où je suis arrivé, justement, où le public était vraiment un public majoritairement trans et majoritairement jeune, et majoritairement précaire aussi, mais qui excluait aussi d'autres publics, où des personnes plus âgées se sentaient pas à l'aise, ou des personnes, même des personnes CSI se sentaient pas à l'aise parce que en fait, je pense qu'il y a cette complexité que s'il y a qu'un seul public, forcément d'autres publics vont pas se sentir à l'aise. Et on peut même se retrouver avec des fonctionnements où une minorité qui pour le coup est clairement opprimée se retrouve à pas vouloir d'autres personnes par peur d'être discriminée, mais du coup aussi à exclure des personnes qui ont aussi besoin du centre. Et en fait, c'est un centre. D'ailleurs, il y a aussi une question sur le fait qu'il soit renommé. Il a été renommé récemment centre LGBTQIA+. C'est une discussion qu'on avait depuis un moment, puis finalement a été votée à la dernière AG. Donc voilà, c'est un centre pour toute la communauté. Et c'est forcément possible que juste une partie de la communauté s'en empare. Là, à la réouverture, on a de nouveau un public plus diversifié, comme dit, avec beaucoup plus aussi de personnes en demande d'asile qui restent dans le centre, qui vont pas juste passer. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une question qu'on a eu tout au long de l'histoire du centre, d'avoir un peu, entre guillemets, une minorité qui s'installe et c'est un peu à elle, puis elle se fait dégager, puis c'est une autre. Il me semble même que à l'époque de 2018, ça avait été vécu presque comme un coup d'État à un moment au sein de la station. Pour le coup, moi, je suis une personne trans et je trouve que ça a été négatif qu'à une époque, il y ait vraiment un monopole un peu des personnes trans sur la station. Je comprends d'où ça vient, parce qu'effectivement, il y a ce côté hyper vigilance, hyper comment dire ça, on va pouvoir parler aussi librement s'il y a des personnes pas concernées et tout. Mais le problème, c'est que ça reste un centre LGBTQIA+. C'est pas juste un centre trans, et ça, c'est pas possible non plus, quoi. C'est une question qui est très très complexe, hein. Et effectivement, aujourd'hui, oui, il y a plus de mégenrage qu'il y en avait il y a 2 ans. C'est sûr, hein. Mais le problème, c'est qu'au final, il faut qu'on vive tous ensemble. Et moi, je suis totalement pour qu'il y ait... actuellement, on a un peu le dimanche qui est en non-mixité trans à la station. Alors, ouais, moi j'ai eu, on l'a vécu à la station. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, il y avait beaucoup plus de militants trans à la station. C'est parce que, en fait, en 2018, l'ancienne présidente faisait partie du pôle communication et avait publié des articles qui vantaient les mérites de la SOFECT sur le site, sur la page Facebook de la station.
Et ça avait créé un tollé phénoménal de la part des associations trans, et à raison, hein. Et elle s'en était expliquée en disant, oh, mais c'est pour qu'on puisse entendre toutes les voix. Et moi qui étais au CA à l'époque, je lui avais dit, bah en fait, on n'entend que la voix de la Sofect. Tu publies un article et de la Sofect, et quand est-ce que tu publies un article qui parle justement des gens qui sont contre la Sofect? Pas, d'accord, bah donc t'entends pas toutes les voix en fait, tu vois. Et donc à ce moment-là, une fois qu'on l'a eu dégagé, parce que ça a été une deuxième période. En fait, il y a eu deux périodes très très compliquées au niveau de la station des instances. Ça a été 2018 et ça a été 2023. Et 2018, en fait, suite à la tentative de gentrification et de cette publication sur la page Facebook, on a fini par dégager la présidente. Et après, on a voulu, c'était une volonté de notre part, hein, qui est plus de militants, enfin en tout cas, inciter les militants trans à revenir à la station pour éviter justement, pour travailler cette question-là et éviter que la station ne devienne un centre 6 en fait, comme ce qui était plus ou moins en préparation, même si c'était pas avoué, mais on sentait bien que la question trans ça faisait chier tout le monde et que zut, ils nous font chier avec tous leurs pronoms là, on ne comprend rien du tout et on n'a pas très envie de comprendre. Donc c'est vrai que il y a des militants, des vieux militants notamment, hein, qui se sont fait pas exclure de fait ou qui se sont exclus eux-mêmes parce que ils n'avaient pas envie de chercher à comprendre en fait. Quand tu es dans une position où tu dis ah ben ouais mais on peut plus rien dire, ou quand tu dis ah ben ouais mais moi j'y comprends rien, et puis qu'en fait tu cherches pas à comprendre, parce que quand tu cherches à comprendre tu comprends pourquoi les gens te disent ça, et puis tu essayes de comprendre un petit peu par toi-même. Bah quand t'es pas dans cet esprit-là, forcément à un moment ou à un autre, les institutions doivent pouvoir dire bah soit tu cherches à comprendre et à te mettre à la page et à travailler le sujet, soit inévitablement tu vas te faire éjecter, parce que même de la part de certains militants cisgenres, bah en fait c'est inentendable. Ah bah non c'est trop compliqué, ah bah on sait plus, c'est il, c'est elle, c'est elle, bah, on comprend rien et tu vois, je veux dire, tu peux pas te mettre dans cette position-là, sinon à un moment ou à un autre, effectivement, c'est peut-être que tu as pris ta place dans un centre LGBTI, et si tu veux l'avoir à ce moment-là, soit tu te mets au fait de toutes les luttes. Et en tout cas, nous, ça nous semblait normal. Sans compter que à cette période-là, on s'est retrouvé aussi avec un autre sujet qui nous a beaucoup. En fait, il y a des moments comme ça de remise en question, et quand tu commences à remettre les choses en question, tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont très très loin. Et notamment, on avait embauché en intérim, on va dire ça comme ça, une militante féministe antiraciste, qui trouvait absolument dégueulasse tous ces vieux gays qui sortent avec des demandeurs d'asile, notamment. Et c'était beaucoup posé la question alors justement de la question de l'emprise, hein, de la question du choix aussi. Hein. Est-ce que quand t'es demandeur d'asile, t'as beaucoup de choix. Si un vieux gay vient te dire ah bah moi je te trouve mignon et je peux t'accueillir chez moi, est-ce que c'est un vrai choix en fait que tu as quand tu vis sous les pots? Bah non, en fait c'est pas un vrai choix, et du coup on est quand même sur un rapport déséquilibré entre quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui en a pas, et qui va l'accueillir, et qui va pas juste l'accueillir sur son toit, mais qui va en plus avoir des relations sexuelles avec. Et donc ça nous a beaucoup questionné à cette période-là. Et donc effectivement, dans le milieu gay strasbourgeois, il y en a quand même plus d'un qui se sont alors certains se sont mariés, mais d'autres ont juste consommé, pardon si je peux le dire comme ça, mais consommer des demandeurs d'asile en situation précaire et ultra précaire, sous couvert de les mettre à l'abri pendant un mois ou deux, ou voilà. Bah ouais, en plus surtout qu'il y a toute la question de la fétichisation autour des corps racisés et tout. Ouais. Donc on s'est retrouvé dans cette situation-là, et alors c'est ça qui est chouette aussi dans les changements, c'est que du coup ça t'alerte sur tout un tas de choses, et on a commencé effectivement à voir cette question-là d'un autre œil, et ça fait partie des choses qui ont initié cette tentative d'atelier avorté sur définir un cadre à la station pour les lieux, pour tout ça, parce que
Parce que manifestement, tous ces vieux gays se posaient pas trop la question. Ils abordaient les jeunes demandeurs d'asile en situation précaire en leur disant «Ah oui, mais toi t'aimes bien aller à la piscine. Ah bah moi je peux t'emmener à la piscine si tu...» Et au final, ils y voyaient pas le mal du tout, hein, alors que notre salariée, elle pétait les plombs, quoi, parce qu'elle s'est peur et elle s'est dit mais mon Dieu, mais au secours, quoi. Et donc voilà. Donc il y a eu tout ça qui était un questionnement euh, que nous on a trouvé super intéressant et que eux ils comprenaient pas du tout. Enfin, pour eux voilà, c'était finalement faire une bonne chose que de les emmener à la piscine. Ben, on sait bien que ça va pas s'arrêter à la piscine. Toutes ces questions-là ont fait qu'à un moment, effectivement, il y a des militants peut-être un petit peu plus radicaux qui ont intégré la station, militants et salariés du coup, et que au final. Se pose quand même la question. Moi, j'avoue que c'est un sujet qui m'a un peu intéressée à un moment et qui là, en écrivant pour préparer cette interview, je me suis dit ça pose la question de la succession. C'est-à-dire quand tu es président ou tu es militant au conseil d'administration d'un centre comme la station. Quand tu es au CA d'un centre LGBT, en fait, à un moment se pose la question de moi je vais arrêter mes activités parce que j'ai plus de temps, parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de faire autre chose, etc. Et finalement, qui va reprendre? Donc en fait, il y a plusieurs postures, hein. Il y a la posture de dire moi je lâche le truc et je m'en fous de ce qui se passe après. Enfin, je m'en fous dans le sens en fait, c'est une nouvelle équipe qui vient derrière et forcément avec d'autres combats et forcément avec d'autres manières de lutter et c'est très bien. Et je trouve que ça amène de la diversité, c'est chouette. Et puis, on a des vieux militants, notamment du début de la station, qui arrivent avec leurs idées bien arrêtées sur comment la station doit être administrée, et notamment par les suivants et qui ne sont pas eux, et qui ont du mal à entendre que les luttes ont évolué, que les manières de lutter ont évolué, et que chacun doit pouvoir y trouver sa place en fait, et que dans chacun doit pouvoir y trouver sa place, ça veut pas forcément dire en même temps. Ça peut aussi vouloir dire les suivants, en fait. Et ça, pour certains militants, vieux militants, c'est compliqué à entendre, c'est compliqué à imaginer, et c'est compliqué à imaginer qu'on puisse vouloir faire très différemment et ne pas écouter les conseils de ceux qui étaient là avant, parce que forcément, on est biaisé. Moi, quand j'ai lâché la présidence de la station, je suis restée un petit peu en sous-main et je me suis interdit d'intervenir dans les affaires de la station parce que je me suis dit mais en fait ils font différemment. Bah ok, ils font différemment. Voilà, c'est bien pour eux, c'est leur manière de lutter à eux. Et qu'est-ce que moi avec mes représentations et mes anciennes luttes et les façons d'administrer en fait. Qu'est-ce que je vais venir sans arrêt leur filer des conseils? En fait, s'ils m'en demandent des conseils, je vais leur en donner. Mais s'ils m'en demandent pas, bah, ça veut dire qu'ils se débrouillent et que voilà. Et tu peux demander à Flora, tous les ans, il y a ce vieux militant, ce vieux président de la station qui est là à toutes les âgées et qui, à un moment ou à un autre, va faire suer tout le monde parce qu'il a une vision bien à lui des choses. Et ouais, et dans des moments de conflit où on aurait pu avoir besoin de son soutien et où on aurait pu avoir besoin effectivement qu'il intervienne, pas forcément en nous donnant des conseils parce que à ce moment-là on n'en avait pas besoin, il vivait pas la situation. Donc au contraire, il nous a plutôt plus embêté qu'autre chose, si c'est poli. Mais en tout cas, c'est toujours compliqué pour lui de lâcher son bébé en quelque sorte et que quelqu'un d'autre en prenne possession et fasse différemment. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit pour le coup. Malheureusement, la question effectivement des vieux gays en général qui draguent des jeunes et beaucoup des demandeuses d'asile aussi, c'est une question qu'on a encore aujourd'hui. On a un peu l'impression que à chaque fois que qu'on tape sur quelqu'un, il y en a un autre qui leur fait derrière et que c'est un combat sans fin et que on n'aura jamais fini de lutter contre ça. Donc malheureusement, c'est encore totalement un problème qu'on a aujourd'hui. Et par contre, pour le militant auquel tu penses qui revient chaque année, et ben là, pour une fois, il n'est pas venu à l'AG. Je crois qu'on a fini par trop se disputer avec lui.
D'ailleurs, c'était lié justement avec la Sofect, qui a changé de nom maintenant, c'est Trans Santé France. Alors, il dirait même que non, ils n'ont pas changé de nom, c'est une nouvelle association qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Bon, a quand même le même président, tout de même, pour l'asso qui a rien à voir avec l'ancienne. Euh, mais bon, c'est une asso qui a quand même changé, hein, qui a quand même inclus des personnes trans, etc. Mais en fait, ils ont fait leur congrès récemment à Strasbourg, et ça a été l'occasion de tensions, pour dire le moins. Avec la station, on a refusé d'y participer, ce qui a causé une dispute assez forte avec plusieurs personnes qui gravitaient autour de ce colloque, et notamment du coup cet ancien président de l'association, à tel point qu'en fait on a vraiment eu un mini scandale en AG. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvé à démissionner en pleine AG alors que je l'avais absolument pas prévu. Donc oui, ça a été très agréable. Honnêtement, je pense que j'ai vécu. Je pensais avoir vécu beaucoup à la station, mais là vraiment, j'ai dû partir un moment en pleurs au milieu de l'AG alors que je présidais l'AG. Ça a été assez dur. À cause de ce militant-là, du coup? Non, pas de lui, mais c'était des amis à lui, hein, pour le coup. Ouais, des personnes sur la question de la Sofect, donc si je comprends bien. Ouais, voilà, c'est sur Trans Santé France, du coup. Ouais. Globalement, sur la question effectivement, du fait d'écouter des personnes pas concernées sur les questions trans. Je pense que c'était globalement la question derrière. D'accord. Et on avait cet AG assez surréaliste où le CA, oui, t'es plusieurs personnes trans quand même au CA, et essayer de répondre en gardant notre calme du mieux. On n'a pas parfaitement réussi, et avec des personnes qui vraiment nous attaquaient assez violemment. Alors moi finalement, j'ai été réélu à la fin de l'AG, mais j'ai démissionné en plein milieu de l'AG alors que je l'ai absolument pas prévu. D'autant que la gestion Sofect, elle peut, alors, elle divise beaucoup et elle a toujours divisé d'ailleurs, dans le sens où pour des personnes qui n'auraient pas de moyens et qui souhaiteraient faire des opérations, il faut y passer. Et quelque part, ça conditionne le remboursement Sécu, ce qui pour certains est inévitable parce que ils n'auront jamais les moyens. Et donc ça pourrait être une question qui se règle, enfin ou en tout cas d'un travail au choix des personnes en fait. Moi c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que tous ces vieux gays là qui militent pour que la Sofect soit l'organisme, en fait il ferait mieux de militer pour que les gens aient le choix en fait. C'est-à-dire que les remboursements Sécu ne soient pas conditionnés au fait de passer par la Sofect ou pas par la Sofect. C'est quand même incroyable de se dire aujourd'hui en France, alors que on prône l'exercice libéral et ultra-libéral, que pour être remboursé, il faut absolument avoir un parcours spécifique qui passe par une asso spécifique. Alors qu'on pourrait tout à fait, alors qu'en fait, dans les textes, on a le choix de nos praticiens. Enfin, ça devrait même pas être une question. Et du coup, ouais, moi, mais effectivement, c'est un combat des vieux de la vieille et Strasbourg et je trouve que vraiment sur le coup, enfin, ils devraient même pas avoir enfin, ou en tout cas, s'ils veulent avoir un mot à dire, c'est plutôt en disant, bah, en fait, chacun devrait avoir le choix et basta, quoi. Enfin. C'est ça qui est fou, c'est les personnes, mais ça j'en parle dans plusieurs épisodes, qui sont pas concernées et qui bloquent absolument sur des sujets, qui veulent absolument avoir leur mot à dire, absolument leur avis à donner, plutôt que de se dire ok, je suis pas concerné, j'y connais moi. Donc si une personne concernée m'apprend des choses, parce que on pourrait plutôt se dire que c'est une richesse d'apprendre des choses des personnes concernées, mais non, c'est mon ego, je sais. Donc il y a pas cet échange-là, et ce fait de se dire ok, je vais écouter, je vais voir ce qui a changé, et je vais voir surtout comment les personnes concernées s'occupent de quand même leur basique choix, leur propre choix à eux et elles, qui devraient pas être sous le joug ni des autres personnes qui sont pas concernées, ni du corps médical à ce point, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Ouais, totalement. Et c'est des questions très complexes, hein, dans la communauté trans. On n'est pas du tout tous et toutes d'accord. Tu as très bien fait de remarquer qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi de structures telles que celle-ci. En fait, on a parfois cette impression que la communauté trans, c'est un peu une communauté monolithique, alors qu'en réalité, rien qu'à Strasbourg, je pense qu'il y a 4 associations différentes qui se tapent dessus, et il y a encore plein de gens qui sont dans aucune de ces associations et qui ont des avis complètement différents. Il y a des personnes, effectivement, qui vont plus concevoir les choses
de façon très très radicale, intersectionnelle, des personnes qui vont plus être entre personnes trans, qui transitionnent et mettent un peu de côté les personnes non binaires, d'autres au contraire qui vont carrément un peu exclure les personnes qui ont fait des opérations, associations effectivement qui veulent travailler avec l'institution, d'autres pas du tout, qui veulent vraiment travailler plutôt dans le secret, pas trop se faire connaître. On a vraiment une telle diversité en fait des personnes, des pratiques, des définitions, etc. C'est compliqué aussi parce que ouais, typiquement quand on organise des trucs ensemble comme Riposte Trans, on passe une énergie à se taper dessus, absolument colossale. Le dernier truc auquel je pense, qui vraiment pour moi a un peu structuré l'histoire récente du centre, c'est cette question de c'est quoi la station, c'est quoi ce centre, c'est quoi sa place, mais c'est surtout c'est quoi la façon dont il fonctionne. Et je pense un peu ce conflit entre convivialité et mission du centre. Parce qu'en fait, il y a toute une partie des utilisateurs, bénéficiaires plutôt, euh, qui ont vraiment cette idée que ça doit être un endroit convivial où on peut venir se poser, discuter, jouer, lire, flirter aussi un peu. C'est une question hein, derrière. On va peut-être y revenir juste après dans un peu les gros projets, mais c'est aussi une question qu'on se pose hein, quand on se pose des questions, voilà, de comment on gère les VSS dans le centre et tout. Est-ce qu'on laisse les gens s'embrasser? Est-ce qu'on laisse les gens parfois, franchement, faire un peu plus que ça quand même? Euh, où est-ce qu'on met une limite? En même temps, d'un côté, il y a des personnes qui vont nous dire, c'est honteux qu'on n'ait pas le droit de s'embrasser dans un centre LGBT. En même temps, bon, on sait bien aussi que les personnes qui commencent à s'embrasser, elles vont pas forcément faire juste ça. Et on n'a pas forcément envie que quand les gens débarquent dans le centre, il y a des personnes qui vraiment en anglais ils disent make out, j'ai pas le terme en français, mais sur les canapes. Euh, Ouais, make out, ouais, c'est vrai. Comment traduire ça de s'acoquiner, je sais pas. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a cette question, évidemment, on n'a pas envie d'être un endroit répressif, on dit aux gens non fais pas ça, non fais pas ça. Et d'un autre, on est aussi un centre d'accueil, en fait, où les gens viennent, posent des questions, s'informent, proposent des projets et tout. Et en fait, la question de comment on combine les deux, c'est vraiment pour moi une question qui est compliquée dans le sens. Je pense que c'est une question qui a fait énormément de débat et qui est un peu une grosse sujet de tension avec les questions peut-être plus entre les communautés. C'est vraiment cette question de est-ce qu'on est un endroit où les gens viennent, font des projets, travaillent, etc. Ou est-ce qu'on est un endroit convivial? Et c'est aussi compliqué avec une question qu'on a abordée tout à l'heure, le fait de question de l'embauche aussi. Si on se retrouve avec trois salariés peut-être, quoi, ce serait un peu notre projet au long terme. Est-ce qu'on peut continuer à être un lieu convivial avec des personnes qui travaillent à côté? C'est aussi une question qui se pose, hein. Parfois, quand les gens font la fête pendant qu'il y a le salarié qui travaille à côté, ça peut être compliqué parfois de se concentrer sur la réponse de mail, parfois des mails très durs hein, aussi avec des personnes qui font la fête. Et pour moi, c'est vraiment une question qui est centrale, c'est où on se positionne. Parce qu'en fait, il faut aussi des endroits conviviaux. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les endroits festifs, c'est souvent des bars qui déjà sont ouverts le soir, qui ensuite demandent de consommer. C'est pas les boissons à 1 euro comme chez nous. Et aussi, en fait, qui te fait exclure une partie de la population qui sont pas à l'aise dans ces milieux, qui sont pas à l'aise, déjà avec le fait que dans les bars, effectivement, cette question de la drague très lourde peut être assez présente. Mais il y a des personnes juste qui ont envie d'avoir un espace calme, qui ont pas envie d'avoir un espace avec de l'alcool et tout, qui ont besoin de cet endroit convivial. Et où est-ce qu'on met la limite? Est-ce qu'on peut combiner les deux? Est-ce qu'on peut être à la fois un espace de travail, d'accueil, de sensibilisation, d'information et un espace convivial? Je pense que c'est vraiment une question qui... J'essaie d'écouter un peu tous les points de vue et d'essayer de me faire un avis au mieux, mais c'est... Mais du coup, est-ce que cette question de la convivialité, est-ce que c'est des usagers et usagères de l'asso qui sont venus plutôt pour la partie accueil, qui t'ont remonté ou qui ont remonté à des salariés ou à d'autres bénévoles? Ah ouais, Écoute, là, ça me gêne. Ouais, ok. Ouais. ça c'est arrivé, oui. Enfin, on a eu toutes sortes de remontées, mais y compris, moi, c'est vrai que, comme dit, à la base, je venais un peu du milieu ROS, même si je suis moins militante là-dedans maintenant, mais je sais que
Et ouais, c'est vrai que moi, j'ai connu des personnes, Sex Repulse, par exemple, donc mal à l'aise avec tous les contenus sexuels, qui me disaient, mais en fait, la station, on arrive, il y a la moitié des bouquins de la médiathèque, vraiment, il y a des parties génitales visibles, il y a des affiches très très explicites, machin et tout, ça peut mettre vachement mal à l'aise. Il y a des gens, parfois, t'es jamais vraiment sûr de ce qu'ils veulent, mais qui peuvent draguer lourdement, qui peuvent effectivement, voilà, vraiment make out à côté. Et en même temps, le problème, c'est aussi se poser la question, où d'autres? En fait, où d'autres on a ça? Est-ce que, pour moi, pas non plus faire, comment dire ça, renier sur la partie prévention sexuelle, forcément, on doit aussi mettre ça en évidence que c'est encore un travail à faire. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, les jeunes savent pour les questions de maladies sexuelles non transmissibles, ils font attention et tout, mais je dirais même que parfois, au contraire, il y a un laisser aller là-dessus, relâchement sur ces questions ces dernières années. Donc nous, au contraire, il faut continuer à faire un travail là-dessus. Et c'est une question qui est complexe. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à savoir quoi en penser exactement, parce que en fait, la réalité, c'est qu'il y a aussi des gens qui nous disent, oui, moi, je peux pas aller chez moi, je peux pas aller chez mon copain ou ma copine, j'ai pas d'autre endroit où pouvoir faire ça que à la station, en fait. Saviez-vous qu'il avait été question que la station et l'association Festiguer fusionnent? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Eh ben, vous allez découvrir cette anecdote tout de suite, dans cette partie où on vous parle des partenaires de la station. Donc actuellement, c'est assez simple, hein. Je pense qu'on est sur un modèle classique de globalement moitié mairie, moitié ILCRA. On cherche d'autres subventions, mais pour l'instant, c'est encore compliqué de les trouver. Strasbourg a toujours été, jusqu'à maintenant, ça fait pas très longtemps les financements d'ILCRA, hein. Ça doit faire, je pense, depuis que le pôle Sancy est monté, parce que ça doit être pour financer les interventions en milieu scolaire. Laura, En fait, je crois même que ça fait 2 ans. C'est pas forcément pour financer quelque chose en particulier. C'est quelque chose qui a été obtenu par la fédération LGBTI suite à des propos d'une ancienne ministre, je crois. Alors franchement, j'ai pas toute l'affaire, mais en gros, il y a eu un dérapage dans le gouvernement qui a permis à la fédération LGBTI de négocier cette subvention triannuelle des centres LGBT. Alors moi, je vais peut-être parler de Festiguer, qui est quand même le partenaire historique de la station, puisqu'il aurait dû porter le centre LGBTI, qui est un partenaire qui a souvent été critiqué parce que ça s'appelle Festiguer et pas Festi LGBT en fait, et qui se trouve être traditionnellement très gay, blanc, bourgeois d'ailleurs. Alors un peu lesbien, mais on sent bien que les peu de lesbiennes jusqu'à maintenant qui ont essayé de s'y investir ont pas duré très très longtemps. Donc Festiguer, ils sont en charge tous les ans de la marche des visibilités à Strasbourg. À un moment, il a été juste avant l'affaire de 2018, il avait été évoqué une fusion entre Festiguer et la station parce que le contexte des bénévoles qui commencent à s'épuiser commençait à venir sur Strasbourg. Et l'idée, comme il y avait beaucoup de militants de la station qui étaient aussi à Festiguer et inversement, l'idée c'était de rassembler les deux associations et de faire de Festiguer un pôle de la station qui serait en charge de la marche des visibilités. Puis les militants de Festiguer, en tout cas ceux qui étaient pour la fusion, ont laissé la place parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là et qu'ils avaient plus, enfin ils avaient envie de laisser la place.
Et sont arrivés les événements de 2018 à la station ont beaucoup compliqué les choses, et notamment cette volonté de gentrification du lieu. Et du coup, Festigué a pas souhaité continuer. Et voilà, donc c'était plus pour illustrer que dans nos associations, malheureusement, il y a souvent des guerres d'ego qui font que plutôt que de travailler ensemble, on complique et on complexifie les choses. Et notamment chez Festigué, il y a des égos assez impressionnants qui d'ailleurs font que la marche des visibilités de Strasbourg ne peut être pensée que comme une grande fête avec un char énergie, même si ça coûte un fric fou de faire venir un char énergie, parce que alors que c'est eux qui devraient payer pour faire partie en réalité c'est Festigué qui paye pour te faire venir le char énergie, et du coup voilà, qui transforme un petit peu ces marches des visibilités en une espèce de grande fête. Alors c'est bien, hein, il y a 10 000 personnes sur les marches des visibilités à Strasbourg, c'est chouette, il y a de la visibilité. Malgré tout, au niveau militantisme, ça laisse quand même un petit goût amer parce que il y a vraiment peu de place pour le militantisme. Et du coup, à tel point que tu vois, en 2020, pendant le premier confinement, donc qui a eu lieu de mars à fin mai, on s'est posé la question de est-ce qu'on maintenait la marche ou pas. Et Festiguez avait décidé que non. Et donc nous, au niveau de la station, enfin, à l'initiative de la mairie de Strasbourg, on a organisé une réunion quand même pour voir si effectivement il n'y avait quand même pas moyen d'organiser quelque chose. Et Festigué maintenait que non, de toute façon c'était trop tard, les chars on pouvait plus les mobiliser, etc. Donc nous, association lesbienne, on leur a dit bah nous ça fait longtemps qu'on fait nos marches, nos dike marches sans chars. Et puis cette réunion s'était terminée par ben faut qu'on réfléchisse, on sait pas trop, mais plutôt pas. La mairie de Strasbourg qui disait bah ce serait quand même dommage qu'il se passe rien du tout. Enfin surtout Floriane. Et puis nous, la station, on a dit bah c'est pas grave, si Festigué veut pas l'organiser, nous on le fera. Parce que organiser une marche avec juste des gens qui se rassemblent et pas des chars, au final c'est vachement faisable, et il y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, carrément. Et ça a un petit peu signé la fin du mariage du mariage anticipé. Pour le coup, ils ont super mal pris le truc, parce que traditionnellement c'était eux qui organisaient la marche et que nous on a menacé de l'organiser nous-mêmes si jamais ils le faisaient pas. Et eux, ils ont fini par nous dire vous avez voulu nous voler la marche. Comme si on pouvait voler une marche, mais vraiment. C'est vraiment un exemple, pour moi, c'est un exemple de partenariat qui est vraiment triste sous des prétextes d'ego ridicules. On épuise les bénévoles sur deux associations qui pourraient enfin surtout que Festigué fonctionne essentiellement au moment de la marche des visibilités et très peu le reste de l'année, si ce n'est une soirée ou deux pour financer une partie de la marche, mais c'est tout quoi. Donc ça aurait pu largement justifier que ça s'organise au sein de la station, et voilà, et pour des raisons d'ego, ça se fait pas. Alors, j'ai beaucoup à rajouter à cette situation. Déjà, finalement, depuis quelques mois, c'est FestiQueer. Ils ont été renommés. Ah bien, enfin. Ça, c'est la bonne. La mauvaise, c'est qu'ils ont aussi été exclus de la station. Ah. Alors, je pense qu'il va falloir parler tôt ou tard de la Pride de 2024 et des élections parce que c'est très très lié. Ça a été un moment compliqué pour le milieu queer strasbourgeois. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. J'ai vu que dans les derniers podcasts, tu avais posé la question sur les mouvements trans de mai, donc je vais peut-être anticiper un peu là-dessus, mais pour faire un peu l'historique. Nous, à Strasbourg, on a peut-être une spécificité, c'est qu'on a commencé à aborder ces questions bien avant qu'il y ait cet appel national de riposte trans. D'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'on avait déjà proposé riposte trans avant que ça soit finalement proposé au national. Et je crois vraiment que c'est deux trucs indépendants. Je pense pas qu'ils ont eu vent du truc, donc je pense qu'on a tous les deux eu la même idée au même moment. Enfin, la même idée de nom, c'est assez drôle. On a commencé à essayer de travailler d'association, ça n'avait pas réussi. Et finalement, du coup, on a réalisé une marche qui pour nous était le 4 mai, alors que le reste de la France était le 5.
Et c'est pour le coup vraiment le centre LGBT qui a initié Riposte Trans au niveau strasbourgeois. Et après, les autres associations se sont joints par la suite au mouvement. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, on a quand même vraiment un centre LGBT qui est assez en pointe sur les questions trans, je dirais. Et du coup, après, donc ça ne pas être difficile. Ensuite, il y a eu les élections. Et là, il y a eu vraiment un peu une cassure. Parce qu'il y a la question de comment on se positionne. Et effectivement, Flabo, c'était encore FestiGaze, ont pas voulu trop se positionner jusqu'à entendre des propos en réunion de vous comprenez, nous on voulait pas on a dit qu'on travaillerait pas avec le Rassemblement national, donc on va pas non plus travailler avec les syndicats pour une question de parité. Et ouais, mais ça, ouais, c'est Euh, fou, hein. C'est Des fou, propos hein. qui ont très très choqué, y compris des élus de la mairie aussi qui étaient là. Tant et si bien que vraiment on a eu un clash pour le coup entre le centre LGBT et FestiGaze. Clairement, moi à l'époque, je les ai apostrophés dans des médias locaux. Ce qui fait qu'en fait, l'exclusion finalement a eu lieu en septembre, mais en réalité, elle était déjà consommée en juin, au moment de ces élections, parce que nous, on a pris cette position vraiment avec le centre LGBT de pas être neutre. Pour nous, c'était pas possible. On s'est dit, ok, mais là, non seulement il y a cette question, évidemment pour nous, Rassemblement National, c'était hors de question d'avoir quoi que ce soit à faire avec eux. C'était pas acquis dans toutes les associations LGBT, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qu'on disait tout à l'heure, oui, bien sûr, c'est pas si sûr que ça. Nous, des personnes dans des associations avec lesquelles on a pu travailler, qui vraiment, effectivement, semblaient pas trop avoir de problème avec le Front National, on en connaît. Mais on a aussi pris la décision de aussi s'opposer au parti, c'est Ensemble en Marche, je sais jamais trop comment il s'appelle, notamment au moment des propos de Macron sur le fait que la proposition de loi sur la déjudiciarisation du changement d'état civil, donc une proposition qui permet aux personnes trans de ne plus passer par le tribunal pour faire un changement de mention de sexe sur le papier d'identité, procédure qui est extrêmement humiliante difficile et vraiment traumatisante en fait pour l'avoir vécu. Quand Macron a qualifié cette proposition, qui était plutôt des députés de gauche, mais où il y avait y compris des députés macronistes qui avaient soutenu cette proposition de loi au moment où elle a été proposée. Donc pour qualifier cette proposition d'ubuesque, nous on s'est dit ok, en fait on appelle non seulement à ne pas voter Rassemblement National, mais pas voter en marche non plus. Et on a vraiment une prise de décision là-dessus. Je pense qu'on est allé plus loin que beaucoup d'autres centres. On s'est dit mais en fait là vraiment on a le président qui à 2 reprises jette les personnes trans sous le bus pour essayer de récupérer les voix de l'extrême droite. Pour nous, ça c'est pas possible. Et c'est une question qui a fait beaucoup débat, honnêtement, chez nous. Mais est-ce qu'on risque pas même d'avoir des problèmes avec la DILCRA, vu que c'est quand même géré par le gouvernement, mine de rien. Mais on s'est dit, non, en fait, à un moment, faut qu'on s'assume un peu aussi. Justement, ça va être l'occasion de voir, effectivement, est-ce que ces financements ils sont conditionnels ou pas? Ouais, Est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on pense? exactement. Ça, c'est un grand sujet. On va voir ça à à la prochaine subvention, hein. Est-ce qu'on aura après une subvention d'ICRA ou pas? On ne sait pas aujourd'hui. Mais en tout cas, pour nous, c'était pas possible de rien dire. Et effectivement, on a eu clairement cette position politique qui était positionnement de beaucoup d'associations, de collectifs, notamment de collectifs de drague, locaux, de clairement s'afficher, à pas se mentir, hein, même si on l'a jamais dit clairement, on avait un soutien pour le nouveau Front populaire. Même si on a aussi beaucoup de personnes au nos centres qui sont peut-être même encore plus radicales que ça, ou qui sont pour d'autres partis encore qui sont pas dans les trois plus connus. Mais clairement à ce moment-là, c'était l'urgence pour nous. Et vraiment, en fait, c'est un peu scindé la communauté, effectivement, entre les personnes qui étaient plus on accepte tout le monde, pas trop de politique, plus le côté festif, et les personnes qui étaient plus vraiment en mode en fait, nous, on est des personnes dans la merde, on est des personnes racisées, on est des personnes trans, on est des personnes discriminées en général. On va être les premiers à s'en prendre dans la gueule. Et moi, pour le coup, je m'en suis pris dans la gueule pendant les mobilisations trans. Et donc, du coup, on s'est retrouvé un peu à vraiment... Il y a plusieurs associations qui ont été exclues récemment. En fait, vraiment, pour nous, on a eu la nécessité de faire le ménage d'associations
qui voulaient rester neutres sur est-ce qu'on travaille avec l'extrême droite ou pas, quoi. Donc en fait, si j'ai bien compris, Festigay s'est renommé Festiqueer Hum. et ils ont quand même pas pris position. Globalement, oui, ils voulaient pas que la marche soit, enfin, globalement, il y a une proposition en fait à Strasbourg de joindre la grande marche antifasciste en fait qui avait lieu le même jour Ok. et la Pride. Proposition que nous avec la station on a soutenue, on a même, enfin plus que soutenu, hein, c'est nous qui sommes allés voir les syndicats pour leur dire allez-y. Et Festicuir a vraiment fait pression jusqu'à menacer d'annuler la marche. Finalement, cette refusion a eu lieu parce que ils se sont rendus compte que c'était inévitable en fait, je pense. Mais vraiment. Ça a été un combat jusqu'au bout et cette marche a été sous tension. Moi, je sais que le matin même, on était en mode, OK, est-ce que les syndicalistes vont se faire arrêter quand on essaie de rejoindre la marche? Est-ce que on n'était pas sûr, quoi. Mais là, cette année, vraiment, on a beaucoup d'associations qui demandent le fait que ce soit plus Festicuir qui organise cette marche. Je sais pas du tout comment ça va finir parce que, ben, de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'associations qui sont pas forcément proches de la station, même si honnêtement, pour nous, c'est pas nous qui avons lancé l'idée de que ce soit d'autres associations qui organisent la marche, mais c'est pris malheureusement un peu comme si c'était nous qui voulons la récupérer, alors que clairement, on n'a ni le temps ni l'énergie pour ça. Mais clairement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être un certain chaos la marche l'année prochaine. On n'exclut même pas la possibilité qu'il y ait deux marches différentes. Bah ouais. En fait, c'est Festi-Queer, mais dans la réalité, c'est toujours des mecs gays. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, queer, ça a une définition bien spécifique. C'est un peu ironique de se renommer comme ça et de se pas se positionner sur ce qu'on a cité, quoi. Mm. Moi, je pense que un sujet comme ça, vraiment, je me dis, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé pendant toute l'interview. C'est la question aussi des personnes LGBT plus âgées. C'est vrai que nous, on a deux groupes un peu qui travaillent là-dessus. On a vraiment le Café 45+ and Friends, qui est vraiment organisé par la station. Et on travaille aussi occasionnellement avec les Audacieux Audacieuses, qui sont vraiment pour le coup une association nationale de personnes LGBT âgées. Et je trouve que c'est une question intéressante aussi, le fait de se poser aussi la question du vieillir LGBT, des difficultés spécifiques que c'est aussi. C'est quelque chose que je trouve qui est pas forcément assez abordé aussi dans la communauté LGBT parce que c'est vrai que souvent, en tout cas aujourd'hui, là, peut-être pas le cas encore il y a 10 ans, mais on a vraiment l'impression que c'est une communauté, c'est que toutes les personnes LGBT sont jeunes, alors qu'en fait, ben nous, on sait que c'est peut-être plus visible pour les personnes gays et lesbiennes, mais en fait, on sait aussi qu'on a des personnes qui viennent nous voir, qui nous disent qu'elles réalisent qu'elles sont non binaires à 70 ans. On a des personnes qui nous disent à 60 ans, mais en fait, moi, j'ai toujours été trans, mais juste, j'avais pas le mot pour le dire quand j'étais plus jeune. Et c'est aussi beaucoup un problème, c'est que les audacieux audacieuses nous parlaient dans tout ce qui va être EHPAD, maisons de retraite et tout, la question de la gestion déjà de la sexualité en général, mais encore plus de l'homosexualité, elle est catastrophique en fait. Dans les EHPAD, c'est ça que tu disais? Ouais. Ouais, EHPAD, maisons de retraite. ouais. C'est vrai que finalement, on parle d'intervention de milieu scolaire, on parle de formation des professionnels. Je sais pas si vous avez déjà eu des demandes de personnel d'EHPAD pour être formé. Moi, j'ai jamais entendu ça encore à l'heure actuelle. Bah, nous non, mais justement, c'est ce que font les audacieux audacieuses. D'accord. Enfin, une de leurs missions, hein, sont plutôt sur la question des habitats inclusifs pour le coup, mais ils font aussi de l'intervention, enfin, du coup, en milieu médical et Et en EHPAD. Ok. ouais. Après, en EHPAD, moi, c'est un milieu que je connais bien parce que je suis infirmière et j'aime ça. Mais en EHPAD, les personnes LGBT, elles ont tendance à, à revenir un petit peu enfin, à perdre de leur visibilité par choix ou par non-choix, hein, d'ailleurs, mais souvent par choix parce que c'est plus simple. Ça évite de subir des choses qu'on n'a pas envie de subir quand on est en EHPAD. On subit déjà des choses terribles. Et du coup, effectivement, s'il n'y a pas de demande des EHPAD, ça peut aussi être parce qu'il n'y a pas de visibilité non plus des personnes LGBTI. Ici,
Même si je pense que ça commence à venir et j'espère que ça viendra plus encore dans l'avenir. Malgré tout, les personnes LGBT en EHPAD sont encore très peu visibles. Ouais. Oui, totalement. Je pensais aux spécificités un peu du centre et de la ville. Moi, une grosse spécificité que je vois qui surprend beaucoup les gens à Strasbourg, c'est, on avait mentionné un peu tout à l'heure quand on parlait de David et Jonathan. David et Jonathan est moins présent aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille plus avec l'antenne inclusive, mais c'est la question du lien entre religion et questions LGBT qui, en fait, en Alsace-Moselle est beaucoup plus présente que dans le reste de la France. C'est pas tant beaucoup plus que parfois juste présente tout court. C'est vrai qu'à Strasbourg, en fait, on a une église qui s'appelle la chapelle Saint-Guillaume, qui a littéralement un drapeau LGBT sur l'église, ce qui surprend beaucoup les gens. Hein. C'est les gens qui viennent d'autres villes, c'est systématiquement ils sont en mode quoi, comment? Et qui en fait vraiment ben du coup l'antenne inclusive fait partie de l'église, mais qui travaille avec toutes les religions. C'est pas du tout exclusif. C'est une église protestante, mais c'est pas du tout exclusif aux questions de protestantisme. Ils peuvent parler aussi bien de questions d'islam, de bouddhisme, de catholicisme, de judaïsme, etc. Qui en fait vraiment fait ce travail d'essayer de réconcilier un peu les questions LGBT avec la religion, d'essayer de voir en fait est-ce que les textes religieux sont vraiment aussi homophobes qu'on pourrait le penser, et en fait aussi ce travail vraiment de s'excuser un peu en tant qu'église pour quand même des millénaires, je pense on peut dire, d'oppression contre la communauté. Et je trouve que c'est un travail très intéressant qui étonne beaucoup les gens quand ils viennent à Strasbourg, que nous, en fait, aussi, en centre LGBT, ben, on travaille avec, ben, par exemple, des pasteurs queer, et qu'en fait, ben, nous, on considère que c'est quelque chose d'important parce que, ben, on a des bénévoles qui sont croyantes et qui nous rapportent qu'en fait, ben, dans d'autres villes aussi, et même à Strasbourg, hein, il y a ce côté un peu de double peine quand tu es une personne croyante LGBT, que à la fois tu vas être exclu par ta communauté croyante, par ton église, etc. Puis à la fois tu vas être exclu par la communauté LGBT aussi, qui va te dire pourquoi tu restes croyante en étant LGBT, t'es du côté des ennemis, etc. Et en fait, ben, c'est vraiment injuste que du coup, c'est des personnes qui sont chez elles nulle part. Et c'est vraiment une question qu'on s'est beaucoup posée, je trouve, ici. Et j'ai l'impression qu'il se pose beaucoup moins dans d'autres villes. Mais en fait, ben, c'est vrai, c'est aussi une question. En fait, tout à l'heure, je disais que, ben, effectivement, t'es proche de groupes de gauche, on va dire, au moment des élections et tout. C'est aussi, pour le coup, un facteur de divergence. C'est que, ben, la gauche institutionnelle a vachement ce côté opposé, en fait, au concept du concordat. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas. Alors le concordat, en fait, c'est le fait qu'on a un régime spécial en Alsace-Moselle qui fait que déjà on a une sécurité sociale et des jours congés, des jours de fériés un peu différents du reste de la France, mais surtout que l'Église, en fait, est payée par l'État, les prêtres, pasteurs et rabbins. Alors c'est pas le cas pour les imams, ça c'est pas intégré. Sont fonctionnaires en fait, ce qui est un peu unique. Alors il y a aussi ça dans certains dom-toms, mais qui a un fonctionnement un peu différent. Et en fait, ben, historiquement, la gauche a tendance à être contre le concordat, alors qu'en fait, nous, au niveau local, on a une vision un peu différente, qui est que bah, le fait que ce soit géré par l'État, qui a un contrôle de l'État, ben, ça fait aussi qu'on a une église beaucoup plus progressiste que dans le reste de la France. Et qu'on peut se retrouver vraiment, ben, quand on a eu le rassemblement contre l'homophobie organisé par SOS Homophobie à la station juste peu après les élections, on s'est retrouvé avec une délégation de pasteurs, c'était pas pasteurs, prêtres, enfin curés. Je me demande s'il n'y avait pas, on avait eu une rabbin à une époque aussi qui était proche de la station, qui était venu pour nous soutenir vraiment en habit de culte. Ça avait fait un peu grand bruit à l'époque. Et en fait, ça, c'est une spécificité qui serait pas possible sans le concordat. Un Et, rapport aussi proche. Et en fait, ben, le truc, c'est que quand les églises sont subventionnées par des groupes privés, ben, souvent, c'est des groupes privés conservateurs. Des groupes privés, alors, parfois un peu intégristes aussi. Alors qu'en fait, le fait que ça soit subventionné par l'État, ben, ça permet d'avoir une église beaucoup plus ouverte et beaucoup plus tolérante localement. Et c'est aussi ça pour moi qui permet cette question. Et il y a une vraie utilité parce qu'en fait, nous,
le nombre de personnes que ça rassure. Nous, on a cette spécificité à Strasbourg, vraiment d'avoir des événements LGBT au sein d'une église. Moi, je sais que par exemple, la soirée électorale, je l'ai passé dans l'église, même sans être croyante moi-même, parce que il y avait une soirée de soutien LGBT dans cette église à ce moment-là. Ça fait bizarre, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, mais en fait, il y a un côté vraiment un peu rassurant aussi de se dire, il y a ce lieu vraiment très historique, très qu'on a un peu toujours appris à respecter un peu entre guillemets, qui nous soutient. Je trouve ça fait effectivement ça répare un peu genre des années, des siècles de violence en fait. Saviez-vous que sur la place Arnold à Strasbourg, Jeanne d'Arc avait tenu un drapeau LGBT? Ça n'a pas été au goût de tout le monde malheureusement. Qu'en est-il de ce drapeau arc-en-ciel brûlé place Arnold? Qu'en est-il aussi de ces 2 militaires qui, le samedi 27 avril 2024, entre 4h et 5h du matin, agressent très violemment un homme homosexuel en plein centre-ville? Et quel état des lieux sur les LGBT-phobies à Strasbourg? Alors, janvier 2019, alors déjà, régulièrement des autocollants d'Action française collés sur la vitrine. Ça, je pense que c'est tout au long de l'histoire du centre LGBT de Strasbourg. Janvier 2019, on a une vitrine qui a été cassée. Je ne sais pas à quel point ils sont rentrés dedans. Et je pense que les flics non plus, mais ils avaient l'air de dire que non. Moi, je suis arrivée, les flics étaient à l'intérieur pour vérifier qu'il y avait plus personne. Mais a priori, alors est-ce que c'était quelqu'un qui était alcoolisé suite à sa soirée, enfin ou en tout cas sous substance, et puis qui s'est cogné dans la vitrine, qui est passé à travers, j'en sais rien, ou des gens qui se sont amusés à fracasser la vitrine. Je pense que l'investigation n'est pas allée jusque là vu que c'était un 1er janvier. Mais sinon, je ne me rappelle pas qu'il y avait eu de gros problèmes. Comme dit, oui, des tags et des autocollants, quoi. Alors, du coup, Camille a pu m'informer un peu là-dessus. Ouais. Il y a eu au moins un autre bris de fenêtre au moment du mariage pour tous en 2012. Ah oui, oui, bah oui, je suis pas très étonnée là. Quand il y a eu ces dégradations, alors que ce soit les tags ou les vitrines, est-ce que vous avez décidé justement de porter plainte ou non, pas forcément? Alors toujours à chaque fois parce que ça permet aux assurances de pouvoir rembourser des choses ou de faire nettoyer les vitrines ou ce genre de choses. Donc oui, à chaque fois. Ça s'est plutôt bien passé, tu vois, 2019. J'ai pas eu le souvenir qu'il y avait eu des gros soucis au niveau des flics. Bon, hormis que voilà, ils ont pas plus investigué que ça. C'était un 1er janvier, comme dit. Pour eux, c'était impossible de savoir. Alors, eh bien, ils nous ont bien dit, hein, faudrait mettre des caméras, comme ça on saurait. J'ai pas très envie. On n'a pas donné suite, mais voilà, c'était pas. On n'a pas donc eu envie de les impliquer outre mesure. En 2017, il y a des militants LGBT qui sont allés mettre un drapeau LGBT sur la statue de Jeanne d'Arc, place Arnold. Donc évidemment, ça a fait réagir très violemment les milieux ultra-cathos de Strasbourg, et il y en a. Et donc la réponse, plutôt que d'enlever le drapeau LGBT, ils l'ont volé. Est-ce qu'il y a eu des suites? J'ai pas l'impression. Il me semble vaguement me rappeler que c'était plus ou moins euh, des étudiants qui avaient fait ça. Je me demande si c'était même pas des étudiants de Sciences Po ou qui avaient brûlé le drapeau. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, c'était pas une action ultra réfléchie et c'était une action en réaction à ce drapeau LGBT qu'on avait trouvé ça vachement bien, nous d'ailleurs, sur la statue de Jeanne d'Arc et que les ultra-cathos ont pas du tout apprécié. Je me demande si c'était pas suite à une marche des visibilités ou quelque chose comme ça, tu vois, c'était fait dans mode festif, militant, ouais, voilà. Et on va aller en coller un sur Jeanne d'Arc.
Voilà quoi. Puis on trouvait que, alors je suis même pas sûre que ceux qui l'ont mis sur la statue de Jeanne d'Arc ont vraiment identifié que c'était la statue de Jeanne d'Arc. Tu vois, enfin, en tout cas, je suis pas sûre que ça a été fait dans ce sens-là. C'était plus en mode, on met un drapeau sur une statue, quoi. Tu vois. Du coup, ça a été, ouais, ouais. Ouais, alors du coup, c'était la mauvaise statue. Ça a été violemment répandu en tout cas. Bah, malheureusement, plus récemment, on a eu plusieurs agressions à Strasbourg, effectivement. On a suivi un peu cette affaire. Ça arrivait très très vite, parce que c'était une comparution immédiate, donc nous, ça a été difficile On n'a pas pu être présent lors du procès, on l'aurait voulu, mais ça allait si vite qu'on n'a pas eu les infos, en fait, littéralement. Il me semble qu'une autre asso Festigé, justement, a été présente à ce procès. Nous, vraiment, on ne savait pas. Mais après, on a pu être en contact avec la victime. Il y a eu une discussion de est-ce qu'on fait quelque chose ou pas. Finalement, il me semble qu'il y a eu un rassemblement qui a été fait. Enfin, je me souviens plus très bien. C'est une période très très vive parce qu'en fait, c'était l'époque où nous étions en train de préparer la manifestation trans. Donc, on était un peu sous l'eau, honnêtement, à ce moment-là. Je crois qu'il y avait un rassemblement quand même. De toute façon, il y a eu des rassemblements pour l'homophobie plus tard, mais plus suite au résultat des élections. Ouais, Ah, puis bah, il y a eu le 17 mai entre-temps, vu que là c'était le 27 avril, donc il y a eu le 17 mai, donc la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, enfin la LGBT-phobie. c'est ça. Oui, c'était le 17 mai qu'il y a eu ce rassemblement, justement. Ok, on n'a pas pu aller malheureusement parce qu'on était dans un colloque, nous, à ce moment-là. C'est compliqué de parler de tout, en fait, parce que déjà, on est pas forcément au courant de tout. Et après, il y a aussi des personnes qui nous contactent, qui nous disent, ben non, j'ai pas envie que ce soit médiatisé. Mais oui, je pense que ce qui est une évidence, c'est qu'il y a eu une augmentation des agressions la dernière année, oui. Ça, on le voit. Nous, il se pose toujours la question de comment est-ce qu'on réagit. Il y a des moments où on a réagi, d'autres on n'a pas trop réussi parce que ben, faire des communiqués, faire des rassemblements, etc., ça prend du temps, ça prend de l'énergie bénévole qu'on n'avait pas forcément. Il y a un moment, on a commencé à le faire, puis finalement, on a abandonné en cours de route parce que on n'avait plus l'énergie ou parce que finalement c'était trop tard. Moi, je suis super inquiète de cette montée de l'extrême droite. Alors, est-ce que je pense qu'en 2027, elle sera au pouvoir? J'en sais rien. J'espère que non. Vraiment, j'espère que non. Mais on a l'air de s'y diriger quand même comme tout le monde. Et puis, l'organisation des luttes, là, moi, de mon petit Loir-et-Cher natal dans lequel je suis revenue, je ne sais pas. En tout cas, ça a toujours été une inquiétude, l'organisation. Alors, quand j'ai relu tes questions, ce matin, je me suis rappelé d'un épisode. En fait, la station et le pouvoir policier a toujours eu des relations cordiales. En tout cas, du temps où j'y étais. J'ai été approchée un jour par quelqu'un des renseignements généraux et j'ai trouvé ça incroyable comme démarche, qui m'a invité à bouffer au restaurant pour parler un petit peu de la situation. J'ai compris après que c'était quelqu'un des renseignements généraux. Et l'idée, c'était d'aller un peu débusquer les militants Antifa qui gravitaient à la station. En tout cas, c'est comme ça que eux me l'ont expliqué. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, mais dans quel monde dans quel monde on vit? Franchement, c'était effrayant. Et ça, c'était pour les renseignements généraux. Alors, il se trouve que moi, je suis un peu une oie blanche, hein, donc dans tous les sens du terme, donc j'y connais rien du tout complètement des mouvements Antifa et c'est très bien. J'avais connaissance très à la marge de ces mouvements et de leur mode d'action et en tout cas sûrement pas de qui ils étaient. Donc c'était très bien qu'elle soit venue me voir moi en fait parce que j'avais vraiment zéro renseignement à lui donner. Et voilà, ça c'était pour les renseignements généraux. Après pour les pouvoirs policiers, euh, en face de la station, il y a une pizzeria. Il y avait, en tout cas, je sais pas si elle y est toujours, mais il y a une pizzeria où les policiers venaient chercher leur pizza régulièrement. Donc il y avait une présence policière pas très loin de la station très régulièrement. Et ça se passait plutôt bien. Et quand on avait besoin d'eux, ils étaient là. Et oui, la station a subi des dégradations de la part de groupuscules d'extrême droite, comme je pense à peu près tous les centres LGBTI. Et donc voilà, ils ont été plutôt cool à ce niveau-là.
Mais voilà, ouais, le coût des renseignements généraux, ça j'avoue que. Alors après, on nous l'a présenté beaucoup comme non mais c'est pour votre sécurité, hein, c'est parce que par rapport à ces groupes d'extrême droite, justement, on voudrait pas qu'il y ait des dérapages et qu'on soit pas au courant. Donc c'est vraiment pour votre sécurité. Avait dit bah pour l'instant bon hormis des choses très à la marge sur Strasbourg, il y a des agressions mais physiques finalement pas tant que ça, enfin pas tant qu'à Paris, on est quand même dans des il y en a hein, il y a des moi j'ai eu des potes qui se sont fait agresser en sortie de boîte, mais au final c'était pas à ce point-là, enfin ça nécessitait pas en tout cas l'intervention des renseignements généraux, surtout que probablement qu'ils étaient déjà au courant de qui et de quoi et de comment, donc bon voilà. Mais ouais, c'était enfin, après, avec le recul, ça m'a vraiment foutu les jetons. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais peut-être avoir une vision un peu différente là-dessus, parce que c'est vrai que alors du coup pour le restaurant en question, Agnès, il a fermé la semaine dernière. Mais du coup effectivement, on avait encore jusqu'à très récemment cette présence policière assez intense, et nous on a pu un peu l'autre côté où clairement quand il y a une voiture de police qui est stationnée devant la station, les demandeurs d'asile ils viennent pas. Donc ne serait-ce que ça, par exemple. Et parfois, on a aussi pu avoir des discussions où c'était pas forcément le même discours qu'on entendait. Alors moi pour sur la question du racisme, alors j'ai jamais tellement non plus discuté avec les policiers, hein, je t'avoue. Ils venaient chercher leur pizza, ils étaient devant, et c'est vrai que c'était une période où le pôle juridique fonctionnait un petit peu très en autonomie, donc ils venaient pas forcément aux horaires d'ouverture de la station, ils se donnaient rendez-vous devant, ils avaient les clés, enfin tu vois, il y avait un fonctionnement un petit peu plus souterrain du pôle juridique. Et comme à cette époque-là, les demandeurs d'asile étaient pas très investis dans la station. Enfin, après, quelles qu'en soient les raisons, hein, là-dessus, je préjugerai de rien du tout. Mais c'est que comme ils étaient très peu présents dans les bénévoles, du coup, j'avais pas eu ce retour de il y a des flics devant, on n'y va pas. Tu vois, en tout cas, jamais le pôle juridique m'a dit faudrait demander aux flics de se garer ailleurs. Jamais. Je pense que c'était moins gênant à cette époque. Mais c'est vrai que une fois, on a eu besoin d'eux parce qu'on avait un jeune qui était là, qui était sous substance, alcoolisé, qui vivait dans la rue. Et un soir, on lui a dit, enfin, malheureusement, on n'est pas ouvert nous la nuit, donc on lui a dit bon bah on ferme à 20h. Il était 20h30, bientôt 21h. On lui dit bon là maintenant, il va falloir qu'on ferme. Je suis désolée, faut qu'on te mette dehors. Et il a jamais voulu sortir. Et on s'est posé la question, on fait venir les flics, on fait pas venir les flics. Et puis à un moment, on s'est dit bon. Pas trop le choix, quoi, tu vois, vraiment pas moyen de, malgré toute la négociation, il y avait de l'agressivité, il y avait, bon, voilà. Donc on les a fait venir. Il y a eu une réaction extrêmement forte. Je trouvais que c'était un jeune racisé. Effectivement, il s'est retrouvé plaqué au sol et sorti dehors manu militari d'une violence inouïe. Et après, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà. Mais c'est vrai que sinon, j'ai jamais vraiment enfin, jamais vraiment eu affaire à eux, vraiment, quoi. Donc, la question du racisme, je l'ai jamais entendue dans leur bouche, pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'à l'époque, j'ai jamais eu l'occasion d'en discuter. Moi, pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, je suis blanche. Honnêtement, plus avant ma transition, mais je me faisais quand même embêter par les flics un peu aussi, hein. J'ai aussi l'impression que c'est pas pareil si en tant que présidente d'un centre LGBT, directrice d'un centre LGBT, t'amènes quelqu'un, tu es en tant qu'accompagnatrice, tu représentes une structure où ils vont peut-être se dire bon là je vais faire les choses correctement parce que voilà, que si t'es une personne LGBT ultra précaire, ultra isolée, seule, pas forcément accompagnée, ça n'a plus rien à voir. Pour moi, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est quand même important de préciser là-dessus. C'est vrai que nous, effectivement, on a certaines réticences. Si on peut éviter de se faire appel à eux, on va le faire. Maintenant, oui, parfois, on a des personnes qui viennent nous voir en nous disant, bah voilà, j'aimerais être accompagné pour porter plainte parce que j'ai peur d'être discriminé. Bah là, on va le faire, hein. On va pas. Bien sûr, ouais. On n'est pas non plus dans une posture où on refuse tout contact avec la police, bien sûr. Pour moi, c'est un peu difficile de toute façon.
C'est un peu difficile en tant qu'association, principalement en tant que centre LGBT qui sont quand même des grosses structures. C'est un peu difficile de dire totalement non. Je pense que c'est ce que tu dis, hein. Si on peut l'éviter, on va le faire. Et bien parfois il y a des dégradations, parfois il y a des agressions, et ben là évidemment on n'a pas le choix, hein. Un épisode 9 en 2 parties, une histoire extrêmement riche et détaillée de la station. Du coup, dans le futur, comment vous voyez les choses toutes les deux? Et de quoi vous êtes les plus fiers? Pour moi, le gros projet là à venir, c'est l'embauche d'un prochain salarié. Et le rêve, ce serait dans un an d'avoir un 3e salarié. Ça, c'est vraiment pas sûr. Déjà qu'on arrive à garder le 2e, c'est pas sûr. Pour l'instant, on embauche en CDD, on n'est pas sûr de pouvoir renouveler par la suite, parce que il faut les financements, hein. Et comme dit la DILCRA, on n'est pas totalement sûr que ça reprenne. Mais effectivement, pour nous, c'est indispensable d'avoir plus de salariés parce que, en fait, il y a juste des missions. Tu parlais des questions de RH. Moi, je mentionnais aussi les questions de gestion de projet, les questions de recherche de subventions qu'on n'arrive pas à gérer en tant que bénévole. Et ça, c'est un constant tout au long de l'histoire de l'association, qu'on n'arrive pas à trouver de nouvelles subventions, qu'on cherche pas assez, que les projets, il y a du burn-out permanent. On fonctionne, en fait, en associatif sur du burn-out. C'est-à-dire que systématiquement, il y a une personne qui va un peu leader le truc. Tout au long de l'histoire de l'association, on se retrouve. On a tout à l'heure qu'il y a une personne, du coup, ça a été très difficile pour elle de quitter l'association. C'est très difficile pour l'association qu'on a quitté l'association, parce que c'était un peu lui qui faisait tout, hein. Et en fait, ça, systématiquement, moi, actuellement, c'est un peu la personne qui fait tout. Systématiquement, on a ce système d'avoir une personne qui se met en burn-out pour sauver l'assaut, et ça recommence à chaque fois. Et en fait, pour nous, le moyen de sortir ça, c'est d'avoir plus recours au salariat. Alors, honnêtement, c'est très ambitieux de faire du recrutement en cette période un peu instable et tout, mais on se dit, au pire, on a eu un fonctionnement simple pendant les dernières années, hein. Moi, je dirais que peut-être ce dont je suis le plus fière au vu de mon parcours à la station, c'est que la station soit encore debout. C'est que la station soit encore debout et qu'il y ait encore des projets et que ça suscite encore des envies et qu'il y ait des bénévoles et au final, je sais pas à quel point j'ai contribué à ça, parce que j'ai quand même fait partie des 2 équipes qui ont à chaque fois géré des trucs vraiment très compliqués, avec des perspectives où on se demandait si la station allait être encore debout l'année suivante. Donc j'avoue que c'est peut-être ça dont je suis le plus fière, c'est que la station soit encore debout et que malgré tout il y ait encore pas mal d'énergie bénévole, d'énergie bénévole du coup. Je pense que vous pouvez en être énormément fiers parce que franchement, on a pu voir aussi de l'extérieur à quel point c'était une année compliquée et j'ai moins connu la crise de 2017-2018, mais ça a l'air assez dur aussi. Donc franchement, c'est beaucoup d'avoir tenu en ce moment-là. Ouais, c'est dur à dire s'il y a vraiment eu une chose en particulier. Je pense que les mobilisations trans, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que jusqu'à la fin, on se demandait s'il allait avoir du monde et en fait, on s'est retrouvé avec entre 700 et 1000 personnes sont les estimations à Strasbourg. Et franchement, c'est entre 700 et 1000 personnes dans une manifestation classique. On n'a pas toujours ça à Strasbourg. Donc, on était assez impressionnés par les chiffres, vraiment. C'est peu de choses de dire qu'on était impressionnés. Vous pouvez retrouver la station sur leur site internet www.lastation-lgbti.eu, sur leur page Facebook, sur leur compte Instagram, mais aussi par mail à l'adresse contact@lastation-lgbt.eu ou par téléphone au 09 50 51 13 29. Merci à Agnès Dubreuil et à Flora Giros pour avoir été les invités de cet épisode en 2 parties. Et rendez-vous le samedi 15 mars pour le prochain épisode de Nos lieux et nos luttes, à l'occasion du Podcaston 2025.